La neige tombait. Des flocons doux et silencieux. Ils se posaient dans les cheveux de Chloé, fondant sur ses joues striées de larmes. Dans ses bras, un petit paquet de couvertures bougea, et un minuscule cri étouffé s'échappa dans l'air froid de l'hiver. Ma belle-fille se tenait sur le seuil d'un petit appartement que je ne reconnaissais pas. Ses yeux suppliants. C'étaient les mêmes yeux que j'avais autrefois trouvés si charmants. Si pleins de vie. Maintenant, ils n'étaient que désespérés. S'il te plaît, Eliane, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Juste. Regarde-le. C'est ton petit-fils. Je regardais le bébé. Un visage parfait. Innocent. Qui sortait de la laine chaude. Il n'avait aucune part dans tout cela. Il était un commencement. Une page blanche. Mais son histoire était enchevêtrée dans la fin de la nôtre. Je sentis une pointe dans ma poitrine. Une douleur profonde et ancienne qu'une grand-mère ne devrait jamais avoir à ressentir. C'était la douleur d'une porte fermée. Mon mari, Arthur, se tenait juste derrière moi, dans la chaleur de notre nouvelle maison. Je pouvais sentir sa présence. Solide et inébranlable. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Nous avions déjà dit tout ce qui devait être dit dans le silence froid des salles d'audience et des cabinets d'avocats. Je pris une profonde inspiration. L'air glacial me brûlant les poumons. Je regardai l'enfant. Puis sa mère. Chloé. Dis-je. Et ma voix était plus calme que je ne l'aurais cru. Aussi claire et dure que le ciel d'hiver. C'est votre responsabilité de lui donner une belle vie. Ce n'est pas la nôtre. Je reculai, ma main trouvant la poignée de la porte. L'expression d'incrédulité sur son visage était quelque chose que je savais que je porterais en moi. C'était le regard de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit « non » auparavant. Pas par moi. En tout cas. Je fermai doucement la porte. Le clic léger faisant écho à la fermeture définitive d'un chapitre de nos vies. À travers le verre dépoli, je vis sa silhouette rester un instant. Une ombre de chagrin contre la neige qui tombait, avant qu'elle ne se retourne et ne s'éloigne. Mais ça, c'était plus tard. 6 mois plus tôt. Rien de tout cela n'était encore arrivé. 6 mois plus tôt. Le monde tenait encore par l'espoir. Aussi mince que soit devenu le fil. Le soleil était chaud sur mon dos alors que je m'agenouillais dans le petit jardin derrière notre appartement en copropriété. C'était un modeste lopin de terre. Rien à voir avec le grand jardin que nous avions l'habitude d'avoir. Mais il était à moi. Mes doigts, ridés et tachetés par l'âge, travaillaient la terre autour de la base d'un plant de tomates. Arthur était dans son atelier, qui n'était en réalité qu'un coin du garage. Et le doux bruit du papier de verre sur le bois était un son réconfortant et familier. C'était notre vie maintenant. Calme. Contenue. Paisible. Pour la plupart. Nous avions déménagé ici il y a 2 ans. C'était une décision pratique. Moins de nettoyage. Pas d'escalier à monter. Une communauté de gens de notre âge. Nous disions à tout le monde, et à nous-mêmes, que c'était la chose intelligente à faire. La bonne chose à faire. Mais parfois, dans les moments de calme, je fermais les yeux et je la voyais. La Bastide des Lilas. Notre maison. Celle qu'Arthur avait construite de ses propres mains. Poutre par poutre. Celle où nous avions élevé notre fils. Étienne. Les murs gardaient le souvenir de ses premiers pas. Les faibles marques de crayon sur un chambranle de porte traçant sa croissance d'un petit garçon à un grand homme. Elles gardaient les échos des rires des fêtes d'anniversaire. L'odeur des dindes de Noël. La chaleur de minuits ordinaires. C'était plus qu'une maison.
C'était la forme physique de l'histoire de notre famille. Et nous l'avions donnée. Nous l'avions donnée à Étienne et à sa femme, Chloé. Quand ils se sont mariés. Un cadeau de mariage au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Nous voulions leur donner le meilleur départ possible. Nous voulions qu'ils aient la même fondation que nous. Un endroit pour construire leurs propres souvenirs. Ce n'était pas un simple cadeau. Cependant, notre notaire, un homme prudent, avait rédigé un acte. Une donation avec charge. Cela semblait si formel. Si froid. Mais au fond, il y avait une simple demande humaine. Les conditions concernaient le lien. Il devait maintenir une relation avec nous. Prendre de nos nouvelles. S'assurer que nous allions bien. Quelques visites par an. Un coup de téléphone de temps en temps. Il ne s'agissait pas d'argent ou d'obligation. Il s'agissait de respect. De se souvenir d'où l'on venait. Au début, c'était merveilleux. Chloé m'appelait chaque semaine, me demandant des recettes, me parlant de son nouveau travail. Étienne passait parfois après le travail, juste pour dire bonjour. Ils avaient organisé Noël cette première année, et voir la vieille maison remplie de leurs amis, de leur énergie. Cela m'avait rempli le cœur. Nous avions fait ce qu'il fallait. Mais lentement. Comme une marée qui se retire si progressivement qu'on la remarque à peine jusqu'à ce que le sable soit à nu. Les choses ont commencé à changer. Les appels hebdomadaires sont devenus mensuels. Puis ils se sont arrêtés. Les textos ont remplacé les appels téléphoniques. Des messages courts et abrégés qui ne laissaient aucune place à une vraie conversation. Comment vas-tu ? Je tapais. Des heures plus tard, une réponse vibrait. Bien. Occupé. Et toi ? Les visites sont devenues plus difficiles à planifier. Le travail a été fou, disait Étienne. La mère de Chloé ne se sent pas bien ? Nous devons aller la voir ce week-end. Les excuses étaient toujours plausibles. C'était un jeune couple brillant avec des carrières exigeantes et une vie sociale remplie. Je comprenais. Bien sûr. Je comprenais. J'étais une mère. Mon travail était de comprendre. Mon travail était de rendre les choses plus faciles pour mon enfant. Alors je répondais, pas de problème. Mon chéri. Nous allons bien. On se parle bientôt. Et je refoulais le petit nœud de déception. Je me disais que c'était l'ordre naturel des choses. Les enfants grandissent. Ils construisent leur propre vie. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils tournent autour de vous pour toujours. Arthur le sentait aussi, bien qu'il en parlât rarement. Je le voyais dans la façon dont il regardait le téléphone après qu'il soit resté silencieux pendant des jours. Je le voyais dans le léger affaissement de ses épaules quand je lui disais qu'Étienne avait de nouveau annulé leur visite du dimanche. Ils sont occupés, grognait-il en se tournant vers son journal. Mais son silence était plus lourd que n'importe quel mot. Nous vivions dans l'écho d'une famille, à l'écoute de pas qui ne venaient jamais. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir. Je planifiais pour les occasions spéciales, croyant qu'elles étaient des ancres qui pourraient nous ramener tous ensemble. Anniversaire. Fête. J'étais sûre qu'il se souviendrait de nous à ces moments-là. Et c'est pourquoi le jour du 75e anniversaire d'Arthur me semblait si important. Ce n'était pas n'importe quel anniversaire. C'était une étape. 3/4 de siècle. Une vie de travail acharné. De dignité tranquille. D'amour indéfectible. Il méritait d'être célébré. Il méritait d'être vu par son fils unique. J'ai appelé Étienne un mois à l'avance. Le 75e anniversaire de papa est le 20 ? dis-je, essayant de garder ma voix légère et décontractée. Je pensais qu'on pourrait tous dîner ici. Je ferais son plat préféré.
Le bœuf bourguignon. Oh. Ouah. 75 ans. C'est super. Maman. Dit-il. La voix un peu distraite. Je pouvais entendre le cliquetis d'un clavier en arrière-plan. Oui. Un dîner? Ça a l'air bien. On sera là. Laisse-moi juste le noter dans mon agenda. Je sentis une vague de soulagement si forte qu'elle me donna le vertige. Il l'avait noté dans son agenda. C'était officiel. Pendant les 4 semaines suivantes, j'ai tenu cette promesse comme une pierre précieuse. J'ai nettoyé le petit appartement jusqu'à ce qu'il brille. J'ai acheté une nouvelle nappe. J'ai sorti la belle porcelaine. Les assiettes que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. Et je les ai lavées à la main, me souvenant des autres anniversaires dont elles avaient été témoins. Le matin du 20, je me suis levée avec le soleil. Le bœuf bourguignon est allé au four, remplissant notre petite maison de l'odeur riche et savoureuse des souvenirs. J'ai fait un gâteau maison. Un simple gâteau au yaourt avec un glaçage au chocolat. Le même que je faisais pour Arthur chaque année depuis notre mariage. Tout était parfait. Arthur était assis dans son fauteuil, me regardant avec un petit sourire tranquille. Ne te donne pas trop de mal, Eliane? Dit-il. Ce n'est pas du tout un problème, répondis-je en m'essuyant les mains sur mon tablier. C'est ton anniversaire. Et Étienne et Chloé viennent. C'est une célébration. Le dîner était prévu pour 6 heures. À 6h15, mon téléphone a vibré. C'était un texto d'Étienne. En retard. Circulation horrible. On arrive bientôt. La déception me piqua. Mais je la repoussai. Ce n'était pas grave. La circulation était toujours mauvaise. Je mis le bourguignon à feu très doux pour le garder au chaud. Arthur alluma la télévision. Et nous nous assîmes dans un silence confortable qui devenait lentement tendu. 7 heures passèrent. Le ciel extérieur passa du bleu à un violet profond. Je regardais la table parfaitement mise pour 4. Les bougies que je n'avais pas encore allumées. Le beau repas qui séchait lentement dans le four. Finalement, à 7h30, on frappa à la porte. Je me précipitai pour ouvrir. Mon sourire de soulagement déjà en place. Ils étaient là. Étienne, l'air fatigué dans ses vêtements de travail. Et Chloé, tenant 2 grandes barquettes en aluminium. Tellement désolé d'être en retard. Maman, dit Étienne en me faisant une rapide accolade d'un bras. Bon anniversaire. Papa. Chloé entra d'un pas vif. Son sourire éclatant et contrit. Bon anniversaire. Arthur. Nous sommes vraiment désolés. Ma dernière réunion s'est terminée incroyablement tard. Mais nous avons rapporté le dîner. Pour que tu n'aies pas à cuisiner. Elle posa les lourdes barquettes sur mon plan de travail. Mon magnifique bœuf bourguignon reposait sur la cuisinière. Oublié. Mon gâteau fait maison reposait sous une cloche en verre. Témoignage silencieux d'un amour qui n'était plus nécessaire. Je fixai les barquettes en aluminium. L'une semblait contenir une sorte de pâte. L'autre, une salade. C'était un geste gentil. Me dis-je. Ils étaient occupés. Ils essayaient. Oh. Dis-je. Ma voix semblant mince. C'est très attentionné de votre part. Laissez-moi prendre des assiettes. Alors que je me tournais vers le placard, je sentis une lassitude familière s'installer en moi. C'était le sentiment de voir mes propres efforts devenir invisibles. Nous avons mangé la nourriture qu'ils avaient apportée. C'était bon. Je suppose. Une sorte de pâte sophistiquée avec du poulet et des tomates séchées. Mais pour moi,
Ça n'avait aucun goût. Ça avait le goût de la commodité. Arthur mangea en silence. Les remerciant mais n'offrant guère plus. La conversation était guindée. Pleine de discussions sur leur travail. Des vacances qu'ils prévoyaient. Des amis que je ne connaissais pas. Ils nous demandèrent comment nous allions. Mais leurs yeux s'égaraient avant que nous puissions répondre pleinement. Après avoir mangé, Chloé insista pour débarrasser la table. Assieds-toi. Eliane. C'est la moindre des choses après être arrivé si tard. Étienne montrait quelque chose à Arthur sur son téléphone. Je me suis levée. Ayant besoin d'un moment d'air frais. Je vais juste sortir sur la terrasse. Dis-je. Il fait un peu chaud ici. La petite terrasse en béton était fraîche et calme. Une légère brise agitait les feuilles de l'érable en pot. La fenêtre de la cuisine était juste entr'ouverte pour laisser sortir la chaleur. Je suis restée là. Respirant l'air de la nuit. Essayant de lisser les sentiments froissés dans mon cœur. Ils étaient là. C'est ce qui comptait. Ils étaient venus. Et puis j'ai entendu leur voix de l'intérieur. Ils chuchotaient. Ne réalisant pas à quel point le son voyageait clairement à travers la fenêtre ouverte. C'était d'abord la voix de Chloé. Je suis contente qu'on ait pu utiliser ça. Ma mère en avait fait beaucoup trop pour son déjeuner entre amis aujourd'hui. Ça aurait été un tel gâchis de tout jeter. Une pause. Puis la voix d'Étienne. Basse et lasse. Oui. C'est bon. Ils ne se soucient pas de ce qu'ils mangent. Ils sont juste contents qu'on soit venus. Le monde s'arrêta. La brise mourut. Le son des grillons s'évanouit. La seule chose que je pouvais entendre étaient les battements frénétiques et douloureux de mon propre cœur. Des restes. Ils nous avaient apporté les restes de la fête de la mère de Chloé. Pour le 75e anniversaire de mon mari. Pas un cadeau. Pas un geste attentionné. Nous étions un moyen pratique de se débarrasser des surplus de quelqu'un d'autre. Ils sont juste contents qu'on soit venus. Les mots résonnaient dans le silence soudain et immense de mon esprit. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était une supposition. Une supposition que nos standards, nos sentiments, notre dignité, étaient si bas que le simple fait de leur présence suffisait. Je suis restée figée sur la terrasse. Le béton froid s'infiltrant à travers les semelles de mes chaussures. Et j'ai senti quelque chose en moi. Quelque chose qui s'était lentement courbé pendant des années. Se briser enfin. Irrévocablement. Je suis restée là un moment qui m'a semblé une éternité. L'air frais de la nuit contrastant violemment avec la honte brûlante dans ma poitrine. Ils sont juste contents qu'on soit venus. Ces mots avaient redessiné la carte de mon monde. Toutes les petites îles de doute que j'avais visitées au cours des 2 dernières années, les appels sans réponse. Les projets annulés. Les anniversaires oubliés n'étaient pas des îles du tout. Elles étaient toutes connectées. Faisant partie d'un grand continent submergé de mépris. Un calme glacial s'installa en moi. C'était le genre de calme qui vient après que la tempête est passée. Laissant une étrange quiétude contre nature dans son sillage. La colère et la peine étaient toujours là. Mais elles s'étaient gelées en quelque chose de solide. Quelque chose de dur. Quelque chose que je pouvais utiliser. Je me suis retournée et je suis rentrée. Mon sourire ressemblait à un masque que j'avais trouvé par terre. Quelque chose qui n'allait pas tout à fait à mon visage. Chloé essuyait le comptoir en fredonnant. Étienne riait de ce qui se trouvait sur son téléphone. Ils levèrent les yeux quand j'entrai. « Tu te sens mieux ? Eliane ?» demanda Chloé. Sa gaieté comme des ongles sur un tableau noir. « Beaucoup mieux. Merci. » dis-je. Et ma voix était stable. « Qui veut du gâteau ? » J'ai fait le préféré d'Arthur. Je me suis approchée du comptoir et j'ai soulevé la cloche en verre.
Le gâteau au yaourt avec son riche glaçage au chocolat avait l'air presque offensivement joyeux. C'était une relique d'un autre temps. Un temps il y a à peine 1 heure où je croyais encore que cette soirée pouvait être sauvée. J'ai pris le couteau. Ma main était parfaitement immobile lorsque j'ai coupé dedans. La lame produisant un son doux et soupirant. Oh! Maman! Tu n'aurais pas dû? Dit Étienne, rangeant enfin son téléphone. On est tellement rassasié du dîner. C'est l'anniversaire de ton père? Dis-je sans le regarder. J'ai placé une grande part sur une assiette et je l'ai tendue à Arthur. Il l'a pris. Ses yeux cherchant les miens. Il savait. Il ne connaissait pas les détails. Mais il savait que l'atmosphère dans la pièce avait changé. Qu'une fenêtre avait été ouverte à un vent froid. J'ai coupé 2 autres parts. Vous en prendrez pour plus tard? Alors. Ce n'était pas une question. Ils n'ont pas protesté. J'ai trouvé 2 boîtes en plastique et j'ai emballé le gâteau pour eux. Nous avons chanté un « Joyeux anniversaire » sans conviction. Les bougies ont été allumées et soufflées. Arthur fit son vœu. Le visage sombre. Je me demandais si son vœu était le même que celui qui se formait maintenant dans mon propre cœur. Finalement. Ils se sont levés pour partir. Ils ont rassemblé leurs manteaux et leurs sacs. Les gestes pleins du soulagement facile des gens qui échappent à une obligation. Merci pour le dîner. Maman. Dit Étienne. Me faisant une autre de ces étreintes fugaces. Les barquettes en aluminium étaient dans notre poubelle. Mon bœuf bourguignon était froid sur la cuisinière. Oui. Merci de nous avoir reçus. Ajouta Chloé en souriant vivement. C'était une soirée charmante. J'ai juste hoché la tête. Le masque d'un sourire cimenté en place. Conduisez prudemment. Dis-je. Je les ai regardés marcher jusqu'à leur voiture depuis le seuil de la porte. Ils parlaient et riaient avant même d'avoir fermé les portières. Leurs têtes rapprochées dans leur propre monde privé. Un monde qui, je le comprenais maintenant, n'avait pas de place réelle pour nous. Nous étions des fantômes hantant les bords de leur vie. Et ils venaient de faire leur visite annuelle au cimetière. Je fermai la porte et m'appuyai contre elle. Le bruit du verrou s'enclenchant semblait définitif. Je me suis retournée. Arthur était toujours assis dans son fauteuil. La part de gâteau intacte sur la table à côté de lui. Le silence dans la pièce était lourd. Épais de choses non dites. Il me regardait simplement. Son regard stable et connaisseur. Eliane? Dit-il d'une voix calme. Que s'est-il passé? Les larmes que je n'avais pas versées sur la terrasse sont venues alors. Ce n'étaient pas des larmes bruyantes et sanglotantes. C'étaient des larmes silencieuses et chaudes qui coulaient sur mes joues et gouttaient sur mon chemisier. Je me suis approchée du comptoir de la cuisine, m'y agrippant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le dîner qu'ils ont apporté? Commençai-je? Ma voix tremblant une seule fois avant de se durcir à nouveau. C'étaient des restes. D'un déjeuner que la mère de Chloé avait aujourd'hui. Je pris une inspiration tremblante. Je les ai entendus parler. Par la fenêtre de la cuisine. Chloé a dit que c'était dommage de jeter. Et Étienne? Étienne a dit que ça n'avait pas d'importance. Il a dit, ils sont juste contents qu'on soit venus. Je l'ai enfin regardé. La douleur sur son visage était un reflet parfait de la mienne. Ce n'était pas la colère explosive d'un homme plus jeune. C'était quelque chose de plus profond. Un chagrin profond, hélas. Il secoua lentement la tête. Non pas en déni, mais en acceptation sombre. C'était la confirmation d'une vérité qu'il avait essayé d'ignorer pendant très longtemps. Il se leva et s'approcha de moi. Ses mouvements raides d'âge et de déception. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il s'est juste tenu à côté de moi. Sa grande main calleuse recouvrant la mienne sur le comptoir.
Nous sommes restés comme ça longtemps? Dans le calme de notre petite maison? Entourés des ruines d'une fête d'anniversaire. L'odeur de mon bœuf bourguignon froid se mêlait à la vague odeur étrangère de leurs pâtes. Je vois. Dit-il enfin. Sa voix était rauque. Alors c'est ce que nous sommes pour eux maintenant. Une obligation. Un moyen de vider le réfrigérateur. Nous sommes une case à cocher. Arthur. Murmurai-je. Visiter les parents. Fait. Maintenant. Ils n'ont plus à penser à nous pendant quelques mois. Les années de patience? D'excuses pour eux? De nous dire d'être compréhensifs? Tout s'est évaporé à cet instant. Ce qui restait était une vérité crue et laide. Ce n'était pas seulement de la négligence. Ce n'était pas seulement être occupé. C'était un manque fondamental de respect. Ils ne nous voyaient plus comme des personnes. Ils nous voyaient comme un rôle. Les parents. Un rôle qui exigeait très peu d'eux. Arthur serra ma main. Il la lâcha et sortit de la cuisine. Je l'entendis dans le petit bureau. Le bruit d'un tiroir qui s'ouvre. Il revint en tenant un épais dossier. Il le posa sur la table de la salle à manger, à côté de sa part de gâteau non mangé. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un ensemble de documents soigneusement classés. Au sommet se trouvait une copie de l'acte de propriété de la Bastide des Lilas. Agrafé à celui-ci se trouvait l'accord que nous avions tous signé dans le bureau du notaire il y a 2 ans. La donation avec charge. Mes yeux parcoururent les mots dactylographiés. Des mots que je n'avais pas regardés depuis le jour où nous les avions signés. Mon doigt traça les phrases clés. Point en considération de l'amour et de l'affection pour notre fils. Un engagement à maintenir les liens familiaux. Y compris. Mais sans illimité. Une communication et des visites régulières pour assurer le bien-être des donateurs. Et puis. La clause finale. Si ces conditions ne sont pas remplies d'une manière démontrant la bonne foi, les donateurs se réservent le droit de révoquer cette donation. À l'époque, notre notaire l'avait qualifiée de clause de protection standard. Une formalité. Nous n'aurions jamais, en 1 million d'années, pensé que nous aurions à y réfléchir à nouveau. C'était un filet de sécurité pour une chute que nous ne pensions jamais faire. Mais nous tombions. Nous tombions depuis 2 ans. Et ce soir, nous avions finalement touché le fond. Arthur me regarda. Les yeux clairs et résolus. La tristesse était toujours là. Mais en dessous, autre chose s'agitait. La force tranquille sur laquelle je m'étais appuyé pendant 50 ans. Nous avons été plus que justes. Eliane, dit-il. La voix basse et stable. Nous avons été patients. Nous avons été silencieux. Nous leur avons donné notre maison. Pas seulement le bois et les clous, mais le cœur de notre vie. Et ils l'ont traité. Et nous? Comme des restes. Il tapota le papier avec son doigt. C'était une promesse. Un contrat. Pas seulement sur le papier. C'était une promesse entre une famille. Et ils l'ont rompue. Chaque jour. Je regardais le document. Puis le visage déterminé de mon mari. Et je sentis la dernière de mes hésitations s'effondrer. La peur de la confrontation. L'habitude enracinée de maintenir la paix à tout prix. Tout cela me semblait un luxe que je ne pouvais plus me permettre. La paix n'était pas l'absence de conflit. La vraie paix était la présence du respect. Et il n'y avait plus de respect dans notre relation avec notre fils. Que veux-tu dire, Arthur? Demandai-je. Bien que je connaisse déjà la réponse. Il croisa mon regard. Et dans ses yeux, je vis la fin d'une vie et le début terrifiant et incertain d'une autre. Je veux dire qu'on la reprend? Dit-il. On reprend notre maison.
On reprend notre dignité. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Audacieux et terrifiant. Faire cela serait déclarer la guerre à notre propre enfant. Cela signifierait des avocats, des tribunaux, et un combat qui briserait le peu qui restait de notre famille. Mais l'alternative. L'alternative était de rester assis ici dans le silence, à manger leur reste, et à attendre que le téléphone ne sonne pas. C'était accepter que nous ne valions rien. Et je savais, avec une certitude qui me glaça jusqu'aux os, que je ne pouvais pas faire ça. Plus maintenant. J'avais élevé mon fils pour qu'il soit un homme bon. Quelque part en chemin, il avait perdu sa voix. Et je l'avais encouragé en restant silencieuse. Mon silence était terminé. Je tendis la main et la posai à côté de la sienne sur la table. D'accord, murmurai-je. Faisons-le. Le lendemain matin, le soleil se leva dans un ciel clair et indifférent. J'avais à peine dormi. Je n'arrêtais pas de rejouer la conversation dans ma tête. Le murmure dédaigneux de Chloé et l'accord las d'Étienne. C'était comme une pierre dans mon estomac. Quand je suis entrée dans la cuisine, Arthur était déjà là. Assis à la petite table, fixant une tasse de café froid. Il portait sa veste. Pas sa veste de jardinage décontractée, mais la bonne qu'il portait pour les rendez-vous. Il leva les yeux vers moi. Et je n'eus pas besoin de demander. Son visage était de pierre. Nous allons là-bas, dit-il. Ce n'était pas une suggestion. C'était un constat. Maintenant? Demandai-je, mon cœur commençant à battre un peu plus vite. Maintenant? Confirma-t-il. Ça ne peut pas attendre. Un poison comme celui-ci, on ne le laisse pas reposer. Il s'infiltre dans les fondations. Je hochai simplement la tête. Aller dans la chambre et m'habiller. Je choisis un pantalon simple et un chemisier. J'avais l'impression de mettre un uniforme pour une bataille que je n'avais jamais voulu mener. Je ne me suis pas regardée dans le miroir. J'avais peur de l'étrangère que je pourrais voir me regarder. Une femme qui était sur le point d'affronter son propre fils. Non pas avec amour, mais avec un ultimatum. Le trajet jusqu'à la Bastide des Lilas fut silencieux. Chaque virage était douloureusement familier. Il y avait le parc où Étienne s'était écorché le genou en apprenant à faire du vélo. Il y avait la vieille épicerie du coin où il dépensait son argent de poche en cartes de baseball. Ces rues étaient une carte de notre histoire commune. Une histoire qui semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Quand nous nous sommes garés devant la maison. Notre maison. Elle était magnifique. Chloé avait un talent pour le jardinage. Les parterres de fleurs étaient impeccables. Plein de fleurs vives et joyeuses qui semblaient être une moquerie. Arthur n'a pas coupé le moteur tout de suite. Nous sommes restés assis là. À regarder la maison dans laquelle nous avions investi nos vies. C'était comme regarder une photographie d'un souvenir heureux. En sachant que les personnes sur la photo étaient parties pour toujours. Es-tu prête pour ça? Eliane? Demanda Arthur. Sa main sur le levier de vitesse. Je pris une profonde inspiration. Non. Dis-je honnêtement. Mais il faut le faire. Il hocha la tête. Coupa le contact. Et nous avons marché ensemble sur le chemin de pierre familier. Côte à côte. Ma main tremblait alors que je tendais le bras pour sonner. Le carillon résonnant étrangement à mes oreilles. Chloé ouvrit la porte. Elle portait un legging de yoga d'apparence coûteuse et un pull en cachemire doux. Ses cheveux étaient en un chignon désordonné parfait. Elle avait l'air surprise de nous voir. Son visage vacilla avec quelque chose de l'agacement, avant qu'elle ne l'arrange en un sourire éclatant et accueillant. Eliane. Arthur. Quelle surprise. Tout va bien? Demanda-t-elle.
La voix un peu trop forte. Un peu trop joyeuse. Nous devons parler avec toi et Étienne? Dit Arthur. Son ton ne laissant aucune place aux amabilités. Oh. Bien sûr. Entrez. Dit-elle en s'écartant. Nous sommes entrés dans le vestibule. La maison sentait le café et quelque chose de floral provenant d'un désodorisant électrique. C'était propre. Impeccable. Même. Mais cela semblait froid. Comme une salle d'exposition. Les photos de famille sur le mur étaient toutes deux. Chloé et Étienne. En vacances. Avec des amis. Il n'y avait pas une seule photo de nous. Étienne descendit les escaliers. Tapant sur son téléphone. Qui est-ce? Chérie? Demanda-t-il sans lever les yeux. Puis il nous vit. Il s'arrêta sur la dernière marche. Un froncement de sourcils plissant son front. Maman? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Nous devons parler? Répéta Arthur. Sa voix comme du gravier. Dans le salon. Nous sommes entrés dans la pièce où nous avions passé tant de milliers d'heures. Les meubles étaient différents. Tous modernes et gris. Mais la lumière de la grande baille vitrée était la même. Je me sentais comme un fantôme. Étienne rangea enfin son téléphone. Croisant les bras. D'accord. Vous nous faites un peu peur. De quoi s'agit-il? Arthur ne s'assit pas. Moi non plus. Nous sommes restés là comme des visiteurs. Ce que nous étions. Je suppose. J'ai une question simple pour vous deux. Commença Arthur. Sa voix dangereusement calme. La nourriture que vous avez apportée pour mon anniversaire hier soir. D'où venait-elle? Le sourire de Chloé vacilla. Ses yeux se tournèrent vers Étienne. Que veux-tu dire? Nous l'avons prise. Chez ce petit traiteur italien que nous aimons bien. Le mensonge fut si rapide. Si facile. Qu'il me coupa le souffle. Je regardai mon fils. Attendant qu'il la corrige. Qu'il montre une once de l'intégrité que nous avions tant essayé de lui inculquer. Il ne le fit pas. Il resta juste là. La mâchoire serrée. Ne me mens pas. Chloé. Dit Arthur. Et cette fois. Il y avait une pointe d'acier dans sa voix. N'insulte pas mon intelligence en plus de tout le reste. Le visage de Chloé rougit. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est là que j'ai parlé. Je ne pouvais plus rester silencieuse. J'étais sur la terrasse. Dis-je. Ma voix calme mais claire. La fenêtre de la cuisine était ouverte. Je vous ai entendu. J'ai tout entendu. Le silence qui suivit était lourd et suffocant. Chloé regarda le sol. Le mur. N'importe où sauf nous. La posture défensive d'Étienne se durcit. Et alors? Lança-t-il finalement. Sa voix aiguë d'irritation. Et alors si c'était des restes? Nous étions occupés. Nous avons des emplois exigeants. La mère de Chloé avait une fête. Nous essayons d'être efficaces. Nous sommes quand même venus. N'est-ce pas? Nous avons fait l'effort d'être là pour son anniversaire. Le mot « effort » me frappa comme une gifle. L'effort? Répétai-je. Ma voix s'élevant malgré moi. C'était un effort. Étienne? D'apporter à ton père des restes de la fête d'une autre famille pour son 75e anniversaire? C'était un effort de mentir à ce sujet? C'est ce que tu appelles célébrer ton père? Oh. Allez. Maman. Dit-il en levant les yeux au ciel. Tu es trop susceptible. C'est juste de la nourriture. L'important, c'est que nous étions là. Mon Dieu. Tu ne peux pas juste être contente qu'on ait pris du temps pour vous.
Il faut toujours que tu trouves quelque chose à critiquer. Il ne s'agit pas de critique. Intervint Arthur. Sa voix basse et ferme. Il s'agit de respect. Quelque chose que vous n'avez clairement pas. Pour nous. Ou pour vous-même. Du respect? Chloé retrouva soudainement sa voix. Un gémissement aigu et défensif. Nous avons sacrifié tout notre week-end pour voir ma mère, qui n'est pas en bonne santé. Soit dit en passant. Nous avons traversé la ville dans une circulation horrible pour vous voir. Nous avons apporté le dîner pour que vous n'ayez pas à cuisiner. Nous faisons de notre mieux ici. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est nous attaquer. Ce n'est pas juste. Je la regardais. Cette femme qui était l'épouse de mon fils. Et je ressentis un profond sentiment de tristesse. Elle ne voyait pas. Elle ne voyait vraiment pas ce qui n'allait pas. Dans son monde de commodité et d'apparence, ce qu'ils avaient fait était pratique. L'intention, l'amour, la signification derrière l'action, rien de tout cela n'avait d'importance. Il aurait mieux valu que vous ne veniez pas du tout. Dis-je. Les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Cela aurait été plus honnête. Nous aurions eu notre dîner tranquille. Et notre dignité. La dignité? Étienne laissa échapper un rire court et amer. C'est ridicule. Nous n'allons pas rester ici à nous faire sermonner comme des enfants parce que vous n'avez pas aimé le dîner que nous avons apporté. Il sortit de nouveau son téléphone. Un signal clair que la conversation était terminée. J'ai une conférence téléphonique dans 10 minutes. Je n'ai pas le temps pour ces histoires. Je n'ai pas le temps pour ça. Ces quelques mots furent le coup de grâce. Il n'avait pas le temps pour notre peine. Il n'avait pas le temps pour nos sentiments. Il n'avait pas le temps pour nous. Nous n'étions que des histoires? Une interruption gênante dans sa vie très importante. Arthur le fixa un long moment. Puis il fit un seul signe de tête sec. C'était un signe de finalité. Tu as raison, dit-il. Sa voix dépourvue de toute émotion. Tu n'as pas le temps pour ça. Nous le voyons maintenant. Il se tourna et se dirigea vers la porte. Je le suivis. Mes jambes chancelantes sous moi. Je ne me suis pas retournée pour les regarder. Je ne pouvais pas. Je suis sortie de la maison que j'avais appelée chez moi pendant 40 ans. Et je ne me suis pas retournée. Nous sommes montés dans la voiture. Arthur a démarré le moteur et s'est éloigné sans un mot. Le silence dans la voiture était différent maintenant. Il n'était plus tendu. Il était vide. C'était le silence d'une amputation. Quelque chose avait été sectionné. C'était douloureux. Mais c'était fait. Nous avons roulé quelques rues avant qu'il ne parle. Les yeux fixés sur la route. Il y a ce cabinet d'avocat sur la vieille place. Maître Dubois. Celui qui a rédigé l'acte. Je savais ce qu'il disait. Je savais ce qui allait suivre. Et il n'y avait plus de peur. Seulement une étrange résolution creuse. Oui. Dis-je. Je me souviens. Il tourna au prochain feu. Nous ne rentrions pas à la maison. Le cabinet d'avocat se trouvait dans un petit immeuble en briques respectable. L'air à l'intérieur sentait le vieux papier et le produit à polir au citron. Une gentille femme à la réception nous a conduits dans un bureau calme bordé de livres. Quelques minutes plus tard, un homme d'une 60aine d'années, avec des yeux bienveillants et une barbe grise bien taillée, est entré. C'était Robert Dubois. Le même homme qui s'occupait de nos affaires depuis des années. Arthur. Eliane. Dit-il chaleureusement en nous serrant la main. C'est un plaisir de vous voir. Bien que vous ayez tous les deux l'air d'avoir vu un fantôme. Que puis-je faire pour vous? Arthur ne perdit pas de temps. Il exposa l'histoire. Calmement et factuellement.
Il lui parla de la distance grandissante, des promesses non tenues, et enfin, des événements de son anniversaire. Il parla sans colère ni apitoiement, comme un homme lisant un rapport. J'étais assise à côté de lui, silencieuse, hochant la tête lorsque Maître Dubois me regardait pour confirmation. Quand Arthur eut terminé, il poussa une copie de la donation avec charge sur le bureau en acajou poli. Nous voulons connaître nos options. Robert. Maître Dubois mit ses lunettes de lecture et lut le document attentivement. Il resta silencieux longtemps, le front plissé de concentration. Le seul son était le tic-tac d'une horloge de grand-père dans le couloir. Finalement, il enleva ses lunettes et nous regarda. Son expression était sombre. « Je suis désolé que vous traversiez cela, » dit-il doucement. « C'est le pire cauchemar d'un parent. Légalement. » Cependant, il fit une pause, choisissant ses mots. Le langage ici est très clair. La donation du bien était subordonnée au maintien d'une relation familiale de bonne foi. D'après ce que vous m'avez dit. Et le schéma de négligence que vous avez décrit. Ils sont en violation de ce contrat depuis un certain temps. L'incident du dîner d'anniversaire n'est que l'exemple le plus récent, et peut-être le plus flagrant. Il se pencha en avant, les mains jointes sur le bureau. Pour répondre à votre question, Arthur, vos options sont claires. Vous avez tout à fait le droit de révoquer la donation. Votre cas est très solide. Les mots se posèrent dans la pièce silencieuse. Un cas très solide. C'était la validation dont nous avions besoin. Nous n'étions pas fous. Nous n'étions pas trop susceptibles. On nous avait fait du tort, non seulement émotionnellement, mais aussi contractuellement. Quelle est la première étape ? Demandai-je. Ma voix à peine un murmure. Le regard de Maître Dubois était compatissant. La première étape, dit-il, est une lettre de mise en demeure. Les informant de leur rupture de contrat et de votre intention de récupérer le bien. Il regarda mon visage, puis celui d'Arthur, s'assurant que nous comprenions la gravité de la démarche que nous allions entreprendre. Une fois que nous aurons envoyé cette lettre, dit-il doucement, il n'y aura pas de retour en arrière. Arthur croisa son regard sans ciller. Envoyez-la, dit-il. La lettre fut envoyée par courrier recommandé le lendemain. Un document froid et formel, plein de phrases juridiques qui semblaient totalement étrangères à la vie que nous avions vécue. Rupture de contrat. Manquement aux obligations. Révocation de la donation. Chaque phrase était un coup de marteau, démantelant la structure de notre famille. Pendant 2 jours, il n'y eut rien d'autre qu'un silence profond et assourdissant. C'était le silence d'une respiration retenue, le calme avant une tempête que nous savions imminente. Arthur et moi nous déplacions dans notre petit appartement comme des étrangers, chacun perdu dans ses pensées. Nous n'en parlions pas. Il n'y avait plus rien à dire. La décision avait été prise. Maintenant, il ne nous restait plus qu'à attendre les retombées. Elles arrivèrent le 3e jour, en fin d'après-midi. Mon téléphone sonna, et le nom d'Étienne s'afficha à l'écran. Ma main tremblait en répondant. Je mis le haut-parleur pour qu'Arthur puisse entendre. Allô ? Étienne ? Dis-je. Ma voix ne trahissant rien du tumulte intérieur. C'est quoi ce bordel ? Explosa-t-il ? Sa voix métallique et déformée par la rage. Pas de salutation. Pas de préambule. Juste de la fureur brute. On a reçu une lettre d'un avocat. Vous êtes fou ? Vous essayez vraiment de nous foutre à la porte de notre propre maison ? Ça n'a jamais été votre maison. Étienne ? Intervint la voix d'Arthur, basse et ferme.
C'était un cadeau. Un cadeau avec des conditions que vous n'avez pas respectées. Des conditions? Quelles conditions? Qu'on laisse tout tomber dans nos vies chaque fois que vous vous sentez seul? Qu'on doive vous faire un rapport comme des enfants? Ce n'est pas un cadeau. C'est une condamnation à perpétuité. Cria-t-il. Les conditions étaient le respect et la communication. Étienne. Dis-je. Ma propre voix s'élevant pour rencontrer la sienne. Un coup de fil de temps en temps. Une visite pour l'anniversaire de ton père qui ne soit pas une pensée après coup. Nous traiter comme si nous comptions. C'était ça. La condition. Ce n'est pas si difficile. C'est incroyable. Bafouilla-t-il. Chloé est anéantie. On a construit une vie ici. Vous ne pouvez pas juste nous l'enlever parce que vous avez été blessé par une histoire de Pat. La façon dont il minimisait la chose. Le mépris total dans sa voix. Solidifia ma résolution. Il n'a jamais été question des Pat. Étienne. Dis-je. Ma voix tombant à un ton froid et calme. Et tu le sais. Ça dure depuis des années. Les Pat. C'était juste le moment où nous avons enfin réalisé que tu ne changerais jamais. Le moment où nous avons réalisé que nous devions changer. Nous. Il y eut un son étouffé. Puis la voix de Chloé, aiguë et frénétique, se fit entendre. Eliane. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre maison. Nous avons un prêt sur les rénovations que nous avons faites. Nous avons des projets. Vous détruisez notre avenir. Vous avez détruit les fondations sur lesquelles tout cela a été construit. Dit Arthur. La confiance. L'amour. Le respect. Vous avez traité tout ça comme si ça ne valait rien. Alors maintenant? Vous allez voir ce que ça valait vraiment. On se battra. La voix d'Étienne revint, teintée d'un venin que je ne lui avais jamais entendu. Vous pensez pouvoir débarquer au tribunal et qu'un juge nous mettra à la rue? Vous n'êtes qu'un couple de vieux aigris et seuls. Et vous essayez de ruiner nos vies parce que vous n'en avez pas. On se verra au tribunal. La ligne se coupa. Je baissai lentement le téléphone. Ma main tremblait de façon incontrôlable. Arthur passa son bras autour de mes épaules. Je m'appuyai contre lui. Le son des mots d'Étienne résonnant dans mes oreilles. Vieux aigri et seul. Était-ce ce que nous étions? Était-ce ce que notre fils pensait vraiment de nous? L'accusation était si cruelle. Si conçue pour blesser. Qu'elle a presque fonctionné. Pendant une seconde fugace, je sentis une vague de doute. Étions-nous vindicatifs? Avions-nous tort? Mais ensuite, je pensais au visage d'Arthur le jour de son anniversaire. La déception silencieuse. L'acceptation d'être oublié. Je pensais à toutes les fêtes passées à fixer le téléphone, le suppliant de sonner. Et je pensais au manque de respect froid et calculé d'être servi des restes. Non. Ce n'était pas de l'aigreur. C'était de la survie. C'était l'acte de deux personnes se sortant de l'eau avant de se noyer dans la négligence. Il a raison sur une chose, dit Arthur sombrement. Son bras toujours autour de moi. On les verra au tribunal. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs juridiques. Nous avons rencontré Maître Dubois plusieurs fois. Il m'a demandé de documenter tout ce dont je pouvais me souvenir. J'ai sorti mes vieux calendriers et journaux. Et les preuves étaient d'une clarté déchirante. Page après page, on notait des visites prévues qui étaient annulées à la dernière minute. Des jours fériés marqués d'une petite note triste, nouvelle de accent aigu et C, texto. Mon propre anniversaire, 2 mois auparavant, n'avait qu'une seule entrée, message lu. Pas de réponse. J'ai tout rassemblé dans une chronologie.
2 ans d'appels sans réponse. De textos superficiels et de promesses non tenues. Chaque entrée était une petite coupure. Mais ensemble, elles documentaient une mort par 1000 coupures. C'était l'érosion lente et douloureuse d'une famille. Quand j'ai donné le dossier à Maître Dubois, son visage aimable était grave. C'est plus que suffisant, Eliane, dit-il doucement. C'est un schéma clair et constant. La date d'audience fut fixée à un mardi de fin octobre. Les feuilles tournaient, peignant la ville de nuances brillantes de rouge et d'or. Il semblait injuste que le monde puisse être si beau alors que notre propre monde était si laid. La nuit précédant l'audience, je ne pus dormir. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, pensant au petit garçon qui venait se glisser dans notre lit pendant les orages, cherchant du réconfort. Comment ce garçon était-il devenu l'homme qui se tiendrait en face de moi dans une salle d'audience demain? Arthur se pencha et prit ma main dans le noir. Nous faisons ce qu'il faut. Eliane, murmura-t-il, comme s'il pouvait entendre mes pensées. Je sais, murmurai-je en retour. Mais ça fait mal. Je sais, dit-il. Et nous sommes restés là, nous tenant la main dans l'obscurité. 2 vieux soldats à la veille d'une bataille impossible. Le tribunal judiciaire était un bâtiment moderne et stérile qui sentait la cire et l'anxiété. Quand nous sommes entrés, ils étaient déjà là, assis avec un avocat à l'allure pointue dans un costume cher. Étienne portait également un costume, la mâchoire serrée. Chloé portait une robe sombre et conservatrice, le visage pâle et tendu. Elle ne voulait pas me regarder. Quand nos yeux se sont croisés accidentellement une fraction de seconde, elle a tressailli et a détourné le regard, comme si c'était moi qui l'avais blessée. Nous nous sommes assis avec Maître Dubois de l'autre côté de la pièce. L'espace entre nous ressemblait à un canyon. Ce n'était plus une famille. Nous étions 2 parties opposées dans un litige juridique. La juge était une femme d'une 50aine d'années à l'expression pragmatique. Elle lut les premières conclusions. Son visage impénétrable. Leur avocat parla le premier. Il brossa un tableau d'Étienne et Chloé comme des enfants dévoués et travailleurs. Il parla de leur carrière bien remplie, de leur vie sociale active et des soins qu'il prodiguait à la mère malade de Chloé. Il présenta notre procès comme un malentendu. Un accès de mauvaise humeur de parents vieillissants qui luttaient contre la solitude et avaient des attentes irréalistes envers leurs enfants modernes et occupés. Il nous fit passer pour exigeants, mesquins et déraisonnables. Mes clients aiment leurs parents. Madame la juge, conclut-il avec emphase. Toute cette situation est une réaction excessive tragique à un désaccord domestique mineur. Puis ce fut le tour de Maître Dubois. Il n'utilisa pas de langage fleuri. Il présenta simplement les faits. Il exposa les conditions de la donation. Puis il produisit ma chronologie, les calendriers et les impressions des échanges de textos. Il parla des visites annulées, des anniversaires ignorés, du manque total de contacts significatifs pendant des mois. Il présenta notre version non pas avec colère, mais avec une tristesse calme et irréfutable. Il ne s'agit pas de solitude. Madame la juge, dit-il. La voix calme et directe. Il s'agit d'un contrat qui a été rompu. Il s'agit d'un manquement fondamental à une promesse qui a été faite librement. Les événements du 75e anniversaire de monsieur n'étaient pas un incident isolé. Ils étaient l'aboutissement de 2 années de négligence et de manque de respect. La juge écouta attentivement, ses yeux se déplaçant de Maître Dubois aux documents qu'il avait soumis comme preuve. Puis elle regarda Étienne et Chloé. Monsieur, dit-elle en s'adressant à Étienne. Vos parents allèguent que pour le 75e anniversaire de votre père, vous et votre femme leur avez apporté les restes d'un autre événement familial. Est-ce vrai? Étienne s'agita sur son siège.
Son avocat lui murmura quelque chose. Madame la juge, dit Étienne. La voix tendue. C'était une journée très chargée. Nous voulions nous assurer qu'ils aient un bon repas. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. L'interrompit la juge. Sa voix sèche. Je vous le demande à nouveau. La nourriture que vous avez apportée pour célébrer l'anniversaire marquant de votre père était-elle les restes d'une autre fête? Le visage d'Étienne devint rouge. Il nous lança un regard venimeux. Oui. Marmonna-t-il finalement. Le mot à peine audible. Le regard de la juge était perçant. Et avez-vous estimé que c'était une manière appropriée d'honorer votre père ce jour-là? Il ne répondit pas. Il se contenta de fixer la table devant lui. Le silence dans la salle d'audience était absolu. À ce moment-là, toutes les excuses, toutes les justifications, toutes les accusations selon lesquelles nous étions trop susceptibles s'effondrèrent. Ce qui restait, c'était la vérité simple et laide, exposée à la lumière froide et neutre de la loi. La juge examina l'épreuve une dernière fois. Elle lut à voix haute quelques-uns des échanges de textos. Les réponses d'un mot d'Étienne. Mes questions sans réponse. Les annulations de dernière minute de Chloé. Entendu lu par une étrangère dans ce cadre formel. Il semblait encore plus dédaigneux, plus insensible que dans mon souvenir. Chloé se mit à pleurer. Des sanglots doux et saccadés qui ressemblaient plus à de la frustration qu'à du remords. Étienne posa une main sur son dos. Mais il garda le regard fixé sur la table. Un muscle travaillant dans sa mâchoire. Je ne ressentis rien. Pas de satisfaction. Pas de victoire. Juste une douleur profonde et creuse. C'était mon fils. Ma famille. Et nous étions assis dans une salle d'audience, à demander à un juge de servir de médiateur dans notre relation parce que nous avions si profondément échoué à le faire nous-mêmes. Finalement, la juge leva les yeux. Elle regarda Étienne et Chloé. Et son expression n'était pas méchante. Mais elle était ferme. Une maison est plus qu'un bâtiment, dit-elle, sa voix remplissant la pièce silencieuse. C'est un dépositaire de la confiance. L'acte que vous avez signé, la donation, n'était pas simplement une transaction financière. C'était une reconnaissance formelle de cette confiance. Les conditions énoncées n'étaient pas contraignantes. Elles étaient les exigences de base d'une relation familiale saine, communication, respect et attention. Les preuves présentées aujourd'hui montrent un manquement clair et soutenu à ces conditions. Elle fit une pause, son regard balayant chacun d'entre nous. Par conséquent, dit-elle, sa voix claire et finale, je statue en faveur des demandeurs. La donation avec charge est par la présente révoquée. Les défendeurs sont condamnés à quitter la propriété 6-1. Chemin des Lilas dans un délai de 60 jours. Le marteau tomba avec un bruit sec. C'était le son d'une porte qui claque. Le son d'une fin définitive. Chloé laissa échapper un sanglot étranglé. Étienne resta assis là. Figé. Son visage un masque d'incrédulité et de rage. Nous avions gagné. Notre maison était de nouveau à nous. Et dans le processus, nous avions perdu notre fils. Gagner ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Il n'y eut aucune vague de justification, aucun sentiment de triomphe. Alors que les mots de la juge se posaient dans la salle d'audience silencieuse, je me sentis simplement vide. Vidé de l'intérieur. Arthur se pencha et serra ma main. Son contact étant une petite encre solide dans une mer de décombres émotionnels. Nous nous étions battus pour notre dignité, et nous avions gagné. Mais le prix était l'espoir auquel je m'étais secrètement, bêtement, accroché l'espoir que sous toute cette négligence, notre fils nous aimait encore.
L'expression sur son visage à la lecture du verdict me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas du chagrin ou du regret. C'était de la fureur pure et sans mélange. Il nous regardait comme si nous étions des voleurs qui venaient de lui dérober son avenir. Nous avons quitté la salle d'audience sans un mot. Maître Dubois nous accompagna, parlant à voix basse et pratique des prochaines étapes, des actes, des transferts et des notifications légales. Je hochais la tête et faisais les bruits appropriés. Mais mon esprit était à des kilomètres. En traversant le hall du palais de justice, je les ai vus. Étienne était au téléphone, nous tournant le dos, les épaules rigides de colère. Chloé était recroquevillée sur un banc, le visage enfoui dans ses mains, son corps secoué de sanglots. Son avocat se tenait à côté d'elle, l'air impuissant et mal à l'aise. Pendant un instant, j'ai failli m'arrêter. L'instinct maternel, enfoui sous tant de douleur, s'agita faiblement. Je voulais aller vers elle, poser une main sur son épaule, pour dire « Quoi ? Que pouvais-je bien dire ? Je suis désolée d'avoir dû récupérer ma maison et mon amour-propre aux dépens de votre confort ?» La pensée était absurde. Il y avait d'un gouffre entre nous maintenant, trop large pour être franchi d'un simple geste. Arthur me guida doucement vers la sortie, et je le laissai faire. Les 60 jours que la juge leur avait accordés passèrent dans une lenteur tendue et silencieuse. Nous n'eûmes aucune nouvelle d'eux directement. Toute la communication passait par nos avocats. Des courriels froids et impersonnels sur la logistique. Quand l'expert pourrait-il venir ? Où devait-il laisser les clés ? Chaque message était un nouveau rappel de la nature transactionnelle de notre relation. Nous n'étions plus une famille. Nous étions des parties dans un litige immobilier. Nous avons appris par Maître Dubois qu'ils avaient trouvé un endroit où vivre. Un petit appartement de 2 chambres à louer dans un quartier moins désirable de la ville. À des kilomètres de la banlieue aisée où ils avaient construit leur vie. Nous avons appris qu'ils avaient dû vendre la voiture coûteuse de Chloé pour payer la caution et le premier mois de loyer. Ils liquidaient la vie qu'ils avaient bâtie sur les fondations que nous leur avions données. Des fondations qu'ils avaient tenues pour acquises. Des amis et des voisins de notre ancienne communauté appelaient. Leur voix un mélange de curiosité et de sympathie maladroite. La nouvelle s'était répandue rapidement. On a entendu ce qui s'est passé, disait-il. Le ton hésitant. Vous allez bien ? Je leur donnais la version courte et polie. Celle qui n'impliquait pas la douleur écrasante d'être rejeté par son propre enfant. C'était une affaire juridique, disais-je. C'est résolu. Un après-midi. Une femme avec qui j'étais amie depuis des années, Martine, a appelé. Sa voix était différente. Elle ne cherchait pas seulement des commérages. Eliane, dit-elle doucement. J'ai vu Chloé hier à l'épicerie. Elle avait l'air perdue. Et je crois qu'elle est peut-être enceinte. Les mots me frappèrent avec une force physique. Enceinte. Je m'enfonçai dans une chaise. Le téléphone pressé contre mon oreille. Tu es sûre ? Je n'en suis pas certaine. Admit Martine. Mais elle portait un haut très ample. Et elle avait juste ce regard. La façon dont elle tenait son ventre. J'ai juste eu un pressentiment. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence de notre petit appartement. La nouvelle tourbillonnant en moi. Un bébé. Un petit enfant. Une petite vie innocente arrivait dans ce champ de ruines. La pensée n'apporta pas de joie, mais une vague de profonde tristesse. Un enfant méritait de naître dans une famille pleine d'amour et de soutien. Pas une famille fracturée par des procès et de l'amertume. Ce bébé était-il une raison de reconsidérer ? De tendre la main ? D'essayer de réparer ce pont brisé ? Je l'ai dit à Arthur quand il est rentré du garage.
Il a écouté. Le visage impassible. Il s'est essuyé les mains pleines de graisse sur un chiffon. Ses mouvements lents et délibérés. Un bébé ne change rien. Eliane, dit-il finalement. Sa voix calme mais ferme. Ça n'efface pas les 2 dernières années. Ça ne change pas ce qu'ils ont fait. Ni qui ils sont. Au contraire. Ça rend encore plus important le fait que nous ayons tenu bon. Que veux-tu dire? Demandai-je. Bien que je pense que je le savais déjà. Un enfant apprend ce qu'il vit. Dit-il. Citant un vieux dicton. Si nous les avions laissés continuer à nous traiter avec mépris, qu'est-ce que cela aurait appris à un petit enfant? Qu'il est normal de jeter les gens quand ils deviennent gênants? Que l'amour est conditionnel à l'utilité de quelqu'un pour vous? Non. Nous leur apprenons une leçon plus difficile. Que les actions ont des conséquences. Que la dignité compte. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Reconstruire maintenant? Par sens du devoir envers un enfant à naître? Serait un mensonge. Ce serait un retour à l'ancienne dynamique? Où nos sentiments étaient secondaires? Où l'on attendait de nous que nous absorbions n'importe quelle quantité de négligence pour le bien de « garder la paix ». La paix. J'apprenais. N'était pas la même chose que le silence. Le jour est venu où nous devions prendre possession de la maison. Maître Dubois s'était arrangé pour que les clés lui soient laissées. Afin d'éviter toute confrontation directe. Arthur et moi sommes allés à la Bastide des Lilas une dernière fois en tant que visiteurs. Cette fois, nous y entrerions en tant que propriétaires. La maison était vide. Terriblement vide. Tous leurs meubles modernes et gris avaient disparu. Les murs étaient nus. Avec des rectangles pâles où leurs photos avaient été accrochées. Mais ils ne l'avaient pas laissé propre. Loin de là. C'était comme s'ils étaient partis en furie. Des éraflures marquaient les murs où les meubles avaient été traînés sans ménagement. Le réfrigérateur avait été laissé ouvert et débranché. Une flaque d'eau nauséabonde sur le sol de la cuisine. Dans le salon, une entaille profonde et rageuse traversait le parquet. Un acte de vandalisme délibéré. Mais c'est la chambre principale qui m'a brisé le cœur. Notre ancienne chambre. Sur le mur au-dessus de l'endroit où leur lit devait se trouver, quelqu'un avait pris un marqueur noir épais et avait écrit un seul mot, tyran. J'ai fixé ce mot. Noir et laid contre la peinture jaune pâle. Tyran. Était-ce ainsi qu'ils nous voyaient? Non pas comme des parents blessés, mais comme des despotes cruels et insensibles qui les avaient injustement punis. Le mot était une fenêtre sur leur esprit, et il me montra qu'il n'y avait aucun remords. Aucune compréhension. Seulement un ressentiment profond et bouillonnant. Ils se voyaient comme les victimes. Arthur vint se tenir derrière moi. Il laissa échapper un long soupir las. Il s'approcha du mur, trouva un chiffon laissé dans un coin et essaya d'effacer le mot. Mais c'était un marqueur indélébile. Il ne fit que baver. Une tache sombre et laide qui refusait de s'effacer. C'était une métaphore parfaite de notre relation. Eh bien, dit-il. La voix rauque d'émotion. Je suppose qu'il va falloir repeindre. Nous avons passé les semaines suivantes à nettoyer. Nous avons frotté les sols, rebouché les murs et repeint les cicatrices qu'ils avaient laissées derrière eux. À chaque coup de rouleau, j'avais l'impression que nous essayions de récupérer plus que la maison. Nous essayions d'effacer la laideur, de repeindre la douleur. Mais les fantômes restaient. Je me tenais dans l'ancienne chambre d'Étienne et je me souvenais de lui enfant, construisant des villes en Lego sur le sol. Je traversais la cuisine et je me souvenais de l'odeur de ses cookies aux pépites de chocolat préférés en train de cuire. La maison n'était plus seulement un dépositaire de souvenirs heureux. Maintenant, c'était un musée de la perte. La joie du passé était entachée par la douleur du présent. Un soir,
Après une longue journée de peinture, nous étions assis par terre dans le salon vide, mangeant de la pizza dans une boîte en carton. Nous étions épuisés, physiquement et émotionnellement. Je ne peux plus vivre ici. Arthur, dis-je doucement, me surprenant autant que lui. Il me regarda, son visage illuminé par la seule lampe de travail que nous avions branchée. Je sais, dit-il. Moi non plus. La Bastide des Lilas n'était plus notre maison. C'était un monument à une promesse rompue. C'était le prix d'une bataille que nous avions gagnée. Mais la victoire avait un goût amer. Vivre ici maintenant serait vivre à l'intérieur d'une blessure qui ne guérirait jamais. Vendons-la, dis-je. L'idée sortant dans un souffle d'air. Comme si j'avais retenu ma respiration pendant des mois. Vendons-la et tout ce qu'elle contient. Et allons quelque part de nouveau. Quelque part sans fantôme. Arthur resta silencieux un long moment, regardant autour de la grande pièce vide. Il regarda la baie vitrée où nous avions vu tant de saisons changer. Il regarda la cheminée où il avait appris à Étienne à faire un feu. Je vis le lâcher-prise dans ses yeux. Une acceptation finale et douloureuse. D'accord. Eliane, dit-il en prenant ma main. Allons quelque part de nouveau. Et à ce moment-là, assis par terre dans notre maison brisée, une minuscule lueur de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir s'alluma en moi. Il ne s'agissait pas de récupérer notre maison. Il s'agissait de récupérer nos vies. Une vie qui n'était pas définie par notre rôle de parent, ou par la douleur que notre enfant nous avait causée. Une vie qui était, pour la première fois depuis très longtemps, juste pour nous. La décision de vendre la maison fut comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Une brise fraîche de possibilités entra, chassant l'air vicié du passé. Nous avons engagé une agente immobilière, une femme efficace et énergique qui ne voyait que des mètres carrés et une valeur marchande. Pas les souvenirs gravés dans les murs. Elle nous a recommandé de mettre la maison en scène. Et nous avons donc passé une semaine à réinstaller nos vieux meubles familiers sortis du garde-meuble. C'était un processus étrange et douloureux. D'arranger nos vies en un tableau que des étrangers inspecteraient. Chaque chaise, chaque lampe, chaque tapis était un fantôme d'une vie que nous avions vécue. Mais à chaque pièce que nous mettions en place, la décision de partir semblait de plus en plus juste. Ce n'était plus notre maison. C'était juste une maison. Le marché était bon. Et la Bastide des Lilas était désirable. Elle s'est vendue en moins d'un mois à une jeune famille avec 2 jeunes enfants. J'ai brièvement rencontré la mère lorsqu'elle est venue pour une dernière visite. Elle avait des yeux brillants et pleins d'espoir. Et elle parlait avec enthousiasme de la chambre qui serait pour quel enfant. Et de la façon dont il planterait un potager dans le jardin. Tout comme nous l'avions fait autrefois. J'ai ressenti un pincement de tristesse. Mais c'était un pincement doux. Comme une photographie délavée. Je lui ai souhaité du bonheur. J'espérais que la maison serait un lieu de joie pour eux. Que ses murs absorberaient de nouveaux rires et effaceraient les échos de notre chagrin. Avec le produit de la vente, nous étions soudainement libérés. Nous étions libres d'une manière que nous ne l'avions pas été depuis 50 ans. Nous n'avions pas d'hypothèque, pas d'enfants à prendre en compte, pas de grande maison à entretenir. Nous n'étions plus qu'Eliane et Arthur, 2 personnes avec un peu d'argent en banque et une carte blanche devant eux. Et ce voyage ? Dit Arthur un soir, alors que nous regardions des brochures pour des résidences pour seniors. Celui dont on a toujours parlé. Pour voir les châteaux de la Loire. Les Alpes en Suisse. L'Europe. C'était un rêve inaccessible depuis des décennies. Quelque chose que nous ferions, un jour. Un jour où nous aurions l'argent. Un jour où Étienne serait installé. Un jour où nous serions à la retraite. Ce « un jour »
n'était jamais venu. Nous avions toujours trouvé une raison de le reporter. De mettre nos propres rêves en veilleuse pour des raisons pratiques. Pour le bien de notre famille. Sommes-nous irresponsables? Demandai-je. La vieille habitude de la prudence ayant la vie dure. Arthur me regarda. Un large sourire rare s'étalant sur son visage. Eliane, dit-il. Nous avons 72 et 75 ans. Si nous ne pouvons pas être un peu irresponsables maintenant, quand le pourrons-nous? Et nous l'avons fait. Nous avons réservé un circuit organisé de 10 jours à travers la France, l'Allemagne et la Suisse. C'était la chose la plus folle et la plus merveilleuse que nous ayons jamais faite. Nous avons fait nos valises, mis le reste de nos affaires en garde-meubles. Et pour la première fois de notre vie, nous sommes montés dans un avion pour une destination qui n'était pas une obligation familiale. Le voyage fut une révélation. C'était comme si nous avions vécu nos vies en noir et blanc. Et que soudain, le monde explosait en couleurs. Nous sommes restés en admiration devant les vitraux complexes de la cathédrale de Chartres. Nous avons mangé du fromage et du pain dans un train serpentant à travers les Alpes suisses. Le paysage par la fenêtre si beau qu'il m'en faisait mal au cœur. Nous nous sommes tenus la main en marchant dans les rues pavées d'une ville médiévale allemande. Nous sentant à nouveau comme de jeunes amoureux. En Allemagne, nous étions assis sur un banc surplombant un château de contes de fées perché sur une colline. Arthur a acheté un petit chat en bois sculpté à la main à un vendeur de rue et me l'a tendu. Pour ton bureau, dit-il. Où qu'il soit. Je l'ai regardé. Son cher visage familier, bronzé par le soleil européen. Ses yeux pétillants d'une lumière que je n'avais pas vue depuis des années. Quand avons-nous été aussi heureux pour la dernière fois? Arthur? Demandai-je. La voix épaisse d'émotion. Il resta silencieux un moment, regardant un bateau de touristes glisser sur la rivière en contrebas. Je ne sais pas, dit-il. Sa voix calme et réfléchie. Je pense que pendant longtemps, j'ai oublié que mon seul travail n'était pas seulement d'être un père. J'ai oublié comment être simplement moi. Nous n'étions plus seulement maman et papa. Nous étions de nouveau Eliane et Arthur. Nous parlions pendant des heures. Non pas de notre fils. Non pas de la maison. Mais des choses que nous voyions. De nos propres espoirs et peurs. De ce que nous voulions des années qu'il nous restait. Les rôles que nous avions joués si longtemps avaient été dépouillés. Et en dessous, nous redécouvrions les deux personnes qui étaient tombées amoureuses il y a toutes ces années. Nous étions en train de guérir. Mais même à des milliers de kilomètres, l'ombre de notre famille brisée demeurait. Un soir, dans une petite chambre d'hôtel à Lucerne, je faisais défiler mes photos quand une notification est apparue. C'était une publication sur les réseaux sociaux d'une des amies de Chloé. Quelqu'un avec qui j'étais encore connectée par un fil numérique oublié. C'était une photo d'une baby shower. Il y avait Chloé, assise sur une chaise entourée de cadeaux, les mains posées sur un ventre très arrondi. Elle souriait. Mais cela n'atteignait pas ses yeux. Elle avait l'air fatiguée. Plus mince que dans mon souvenir. À l'exception de son ventre. Étienne se tenait derrière elle. Sa main sur son épaule. Son propre sourire semblant forcé et fragile. La légende disait, on gâte cette future maman. Hâte de rencontrer bébé Vance. J'ai fixé la photo. Mon cœur se tordant dans ma poitrine. C'était là. La confirmation. Un petit-fils. Ou une petite fille. Était en route. Et nous étions des étrangers. Nous étions à des milliers de kilomètres. Vivant une nouvelle vie. Tandis que cette nouvelle vie était sur le point de commencer sans nous. J'ai ressenti un cocktail complexe d'émotions, une tristesse profonde et douloureuse pour la relation que nous n'aurions jamais avec cet enfant.
Une lueur de colère contre Étienne et Chloé pour avoir créé cette situation. Et un noyau surprenant et d'acier de résolution. Arthur avait eu raison. Ce bébé ne changeait pas le passé. Il ne faisait que rendre les choix que nous avions faits. Les limites que nous avions tracées. D'autant plus important. Nous devions nous protéger. Afin qu'un jour, si une relation était possible, elle soit saine et non construite sur la culpabilité et l'obligation. J'ai montré la photo à Arthur. Il l'a regardée longtemps. Son visage impénétrable. Il m'a rendu le téléphone. J'espère qu'ils seront de bons parents, dit-il doucement. C'est tout ce qu'il avait besoin de dire. C'était un souhait pour l'enfant, pas une ouverture pour les parents. La ligne avait été tracée. Le jour de notre retour est arrivé. Alors que l'avion descendait vers notre pays, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. Nous ne retournions pas au vide de notre ancienne vie. Nous retournions à un nouveau départ. Nous ne sommes pas retournés vivre près de Lyon. La région était hantée par trop de fantômes. Au lieu de cela, nous avons trouvé un petit appartement ensoleillé dans une résidence pour seniors dynamique dans une ville à quelques heures sur la Côte d'Azur. C'était un endroit conçu pour vivre, pas seulement pour attendre. Il y avait une piscine, une bibliothèque, un atelier de menuiserie pour Arthur, et un jardin communautaire où je pouvais enfin remettre les mains dans la terre. Nos voisins étaient des gens comme nous. Des gens avec des histoires riches et des vies bien remplies derrière eux. Qui se concentraient maintenant sur le présent. Nous avons rejoint un club de lecture. Nous avons pris un cours d'aquarelle. Nous nous sommes fait des amis. Pour la première fois, notre vie sociale ne tournait pas autour de notre enfant ou de nos anciennes obligations de quartier. Elle tournait autour de nos propres intérêts. Notre monde, qui s'était rétréci si longtemps, recommençait à s'étendre. Un après-midi d'automne vif, environ un an après le procès, je relevais le courrier. Entre les catalogues et une lettre de nos nouveaux amis se trouvait une simple enveloppe blanche unie. L'adresse de l'expéditeur n'était qu'un nom, Étienne Vance. Pas d'adresse. Mon cœur s'arrêta. C'était la première communication directe de sa part en plus d'un an. Ma main tremblait en la portant à l'intérieur. Arthur était dans la cuisine, préparant du thé. Je lui tendis la lettre sans un mot. Il regarda l'écriture, son expression se durcissant un instant avant de me faire signe de l'ouvrir. J'ouvris l'enveloppe avec un couteau de cuisine. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier ligné, couverte d'une écriture plus désordonnée, moins assurée que dans mon souvenir. C'était comme s'il l'avait écrite, froissée, puis lissée à nouveau. Je pris une profonde inspiration et commençai à la lire à haute voix. Maman. Papa. Commençait-elle. Je ne sais même pas si vous lirez ceci. Je ne vous en voudrais pas si vous la jetiez. Je n'écris pas pour vous demander de me pardonner. Je ne pense pas le mériter. J'écris parce que j'ai besoin de dire des choses que j'étais trop fière et trop stupide pour dire avant. Ma voix tremblait. Mais je continuais à lire. Cette dernière année a été la plus difficile de ma vie. Perdre la maison, c'était comme la fin du monde. Mais ça ne l'était pas. C'était juste la fin du monde auquel je pensais avoir droit. Nous avons eu du mal. J'ai pris un deuxième travail le week-end. Chloé travaille à nouveau. À temps partiel. C'est dur. Mais pour la première fois, tout ce que nous avons est à nous. Nous l'avons gagné. Je dus faire une pause pour essuyer une larme. Arthur posa une main réconfortante sur mon épaule. Nous avons un fils. Continuai-je à lire. Il s'appelle Léo. Il a 6 mois. Il a tes yeux, papa.
Et il a un sourire qui me rappelle le tien. Maman. De quand j'étais petit. Chloé et moi. Nous essayons. Nous suivons une thérapie. Nous apprenons à nous parler. À être des partenaires. Nous apprenons à être des parents. Chaque jour. Je regarde Léo. Et j'ai si peur de le décevoir. De devenir aussi égoïste et irréfléchi que je l'ai été avec vous. Le dernier paragraphe était court. L'encre légèrement floue. Comme si une goutte d'eau était tombée dessus. Je comprends enfin ce que vous avez essayé de m'apprendre. Le respect. Ce ne sont pas les grands gestes. Ce sont les petites choses. C'est être présent. Pas seulement avec son corps, mais avec son cœur. Je sais que j'ai détruit ça. Je ne m'attends pas à ce que vous me laissiez revenir dans vos vies. Je voulais juste que vous sachiez que je comprends enfin. Vraiment. Et je suis tellement désolée. C'était signé. Simplement. Étienne. Je baissai la lettre. Les larmes coulant maintenant sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de quelque chose de bien plus complexe. Une libération. Une validation. Arthur m'enlaça. Et je m'appuyai contre lui. Le morceau de papier froissé serré dans ma main. Il n'avait rien demandé. Il n'avait pas cherché d'excuses. Il avait juste compris. Et pour l'instant, c'était plus que suffisant. C'était le premier rayon de l'aube après une longue et sombre nuit. Je pliai soigneusement la lettre le long de ses plis usés et la posai sur la table de la cuisine. Le papier semblait fragile. Comme une feuille séchée. Pendant longtemps, aucun de nous ne parla. Nous sommes restés dans le calme de notre cuisine ensoleillée. L'odeur du thé et le poids des mots de mon fils remplissant l'espace entre nous. Les bras d'Arthur étaient toujours autour de moi. Une présence chaude et solide. Finalement. Il parla. Sa voix un grondement sourd contre mon oreille. Que veux-tu faire? Eliane? C'était la question qui contenait tout. Voulais-je prendre le téléphone? Voulais-je répondre? Voulais-je conduire les quelques heures jusqu'à leur ville et exiger de voir le petit-fils que nous n'avions jamais rencontré? L'ancienne Eliane? La mère dont le monde entier était défini par le bonheur de son fils? Aurait fait toutes ces choses sans une seconde de réflexion. Elle aurait vu ses excuses comme une porte ouverte et se serait précipitée à travers? Désespérée de récupérer n'importe quel morceau de la famille qu'elle avait perdu. Mais je n'étais plus l'ancienne Eliane. Cette femme avait disparu dans une salle d'audience, avait été laissée derrière dans une maison vide maculée de mots de colère. La femme que j'étais maintenant comprenait la valeur de la paix. Ma paix. Je ne veux rien faire, dis-je. Et ma voix était étonnamment stable. Pour l'instant, je veux juste laisser les choses comme elles sont. Arthur hocha la tête. Un geste lent et compréhensif. Il recula et me regarda. Ses yeux cherchant les miens. La lettre est suffisante? Pour l'instant? Répétai-je. La lettre est tout. Parce que la lettre était une preuve. C'était la preuve que la décision la plus difficile de nos vies avait été la bonne. C'était le résultat d'une limite que nous avions tracée dans la douleur et le chagrin. Une ligne que nous avions refusé de laisser franchir. Même lorsque nos propres cœurs aspiraient à le faire. Le souvenir de ce moment, le test ultime de notre résolution, était encore vif et clair dans mon esprit. C'était environ 6 mois après que nous ayons vendu la maison. Par une journée d'hiver glacial. Le ciel était couleur de plomb. Et une neige fine et persistante tombait. Nous nous installions encore dans notre nouvelle vie. Apprenant encore les rythmes de notre nouvelle communauté. On frappa à la porte. Doucement. Avec hésitation. C'était si inattendu que pendant un moment, nous nous sommes juste regardés.
Nous n'attendions personne. J'ai ouvert la porte. Et mon monde a basculé. C'était Chloé. Elle se tenait sur notre paillasson. Des flocons de neige fondant dans ses cheveux sombres. Elle était plus mince que je ne l'avais jamais vue. Le visage pâle de fatigue. Des cernes sombres sous les yeux. Et dans ses bras, enveloppé dans une épaisse couverture bleue, se trouvait un bébé. Pendant un battement de cœur, tout ce que je pus faire fut de la fixer. Puis mon cœur de grand-mère, une partie de moi que je croyais endormie, eut un sursaut puissant et douloureux. Il était si petit. Si parfait. Eliane, murmura Chloé. Sa voix se brisant. Ses yeux, qui avaient autrefois brillé de défi, étaient maintenant remplis d'une lumière désespérée et suppliante. S'il te plaît. Nous ne savions pas où aller d'autre. Juste. Regarde-le. C'est ton petit-fils. Elle fit un demi-pas en avant, comme pour m'offrir l'enfant. Et chaque instinct dans mon corps hurlait de le prendre, de le tirer dans la chaleur de notre maison, de respirer le doux parfum d'un nouveau-né, de réparer cette terrible blessure béante dans notre famille. Mais j'ai alors vu la vérité plus profonde du moment. Ce n'était pas une offre de paix. C'était un acte de désespoir. Ils luttaient. Et ils étaient venus à nous. Non pas avec des excuses, mais avec un bébé, utilisant son innocence comme une clé pour déverrouiller la porte qu'ils avaient claquée. Si j'ouvrais cette porte maintenant, je ne serais pas une grand-mère accueillant son petit enfant. Je serais une sauveuse, retombant dans le vieux schéma de résoudre leurs problèmes, d'apaiser leur douleur, de mettre leurs besoins avant notre paix si durement gagnée. J'enseignerais à ce nouvel enfant qu'une crise pouvait effacer une conséquence. Arthur vint se tenir à côté de moi. Sa présence un mur de soutien silencieux. Il regarda le bébé. Et je vis le profond chagrin dans ses yeux. Mais je vis aussi la même résolution inébranlable qui était dans mon propre cœur. Je pris une profonde inspiration. L'air glacial me brûlant les poumons. Je regardai le visage innocent de l'enfant. Puis celui, désespéré, de sa mère. Il est magnifique. Chloé, dis-je. Et ma voix était douce. Mais elle était inflexible. Et il mérite la meilleure vie que vous puissiez lui donner. Son visage vacilla d'un espoir désespéré. Alors aidez-nous, supplia-t-elle. S'il vous plaît. Nous ferons n'importe quoi. Non. Dis-je doucement. La meilleure chose que nous puissions faire pour lui. Et pour vous. Est de vous laisser faire cela par vous-même. Vous devez devenir les parents qu'il mérite. Vous devez trouver votre propre force. Pas emprunter la nôtre. Je fis un petit pas en arrière. C'est votre responsabilité de lui donner une belle vie. Ce n'est pas la nôtre. L'espoir dans ses yeux mourut, remplacé par une incrédulité brute et stupéfiante. Elle se mit à sangloter. Un son déchirant de défaite totale. Vous ne pouvez pas être aussi cruel. Ce n'est pas de la cruauté. Chloé. Dis-je. Mon cœur me faisant mal à chaque mot. C'est la conséquence. Au revoir. Je fermai la porte. Le clic doux du verrou résonna dans le silence soudain et profond de notre appartement. Nous ne bougeâmes pas. Nous sommes restés là. À écouter. Nous avons entendu ses sanglots étouffés un instant de plus. Puis le faible et minuscule cri du bébé. Le son était un couteau dans mon cœur. Puis il n'y eut que le bruit de pas. Lourd et lent. S'éloignant dans la neige. J'appuyai mon front contre le bois frais de la porte. Les yeux fermés. Avons-nous fait une terrible erreur? Murmurai-je. Arthur posa sa main sur mon épaule. Non. Dit-il.
La voix épaisse de larmes non versées. Nous venons de leur donner leur seule chance de vraiment changer. Et maintenant? Tenant la lettre de notre fils. Je savais qu'il avait eu raison. Notre refus de les sauver les avait forcés à se sauver eux-mêmes. Leur voyage vers ces excuses, vers cette compréhension, devait être le leur. Ce ne pouvait pas être un raccourci pavé de notre pardon. Je revins au présent, à ma cuisine ensoleillée et au regard patient de mon mari. Je posai la lettre. C'était un début. Peut-être. Un seul fil d'espoir au loin. Mais notre vie était ici. Maintenant. La vie que nous avions construite sur les cendres. Je pensais, dit Arthur, sa voix délibérément décontractée alors qu'il se tournait vers la théière. Puisqu'il fait si beau ce matin, peut-être pourrions-nous marcher jusqu'à ce petit café du village. Prendre un de ces scones que tu aimes tant. Je le regardai et souris. Un vrai sourire sincère qui atteignit mes yeux. J'aimerais beaucoup ça, dis-je. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés tôt. Juste au moment où le ciel commençait à s'éclaircir, passant du gris à un rose nacré doux. Nous avons mis nos chaussures de marche et nos manteaux chauds et nous sommes sortis. L'air était vif et pur, portant les premiers soupçons de printemps. Nous avons marché jusqu'à une petite colline au bord de notre résidence. Un endroit d'où l'on pouvait voir toute la vallée et l'océan au loin. Nous sommes restés là, côte à côte, et avons regardé le soleil se lever. Alors que les premiers rayons brillants de lumière se déversaient sur l'horizon, peignant le monde d'or et d'orange, un profond sentiment de paix m'envahit. C'est une belle vie. N'est-ce pas? Dit Arthur en glissant sa main dans la mienne. Oui. Dis-je en serrant sa main. C'en est une. Je pensais à toutes les années où j'avais cru que le bonheur d'un parent venait du sacrifice. Du fait de placer les besoins de son enfant si loin devant les siens qu'on finissait par disparaître. Je pensais qu'être une bonne mère signifiait m'effacer. Dis-je, pensant à voix haute. Mais j'ai appris qu'il faut être soi-même entier avant de pouvoir vraiment donner quoi que ce soit de valeur à quelqu'un d'autre. Il hocha la tête, les yeux fixés sur le magnifique lever de soleil. Nous ne sommes plus seulement des parents, Eliane. Nous sommes des personnes. Il est temps que nous vivions comme tels. Nous avons commencé à redescendre la colline. Nos mains liées. Nos pas légers. La lettre d'Étienne était de retour dans son enveloppe, rangée dans le tiroir de mon bureau. Elle n'était pas oubliée. Mais elle n'était plus le centre de mon monde. Peut-être qu'un jour nous le verrions. Peut-être qu'un jour je rencontrerai mon petit-fils. Léo. Peut-être qu'une nouvelle sorte de famille, différente, pourrait être construite. Une famille basée non pas sur l'obligation ou l'histoire, mais sur un respect mutuel et mature. Mais si ce jour ne venait jamais, je savais, avec une certitude qui me réchauffait de l'intérieur, que nous irions bien. Ma vie ne consistait plus à attendre que mon fils voie ma valeur. Elle consistait à vivre la mienne. J'ai cessé d'être seulement une mère le jour où j'ai fermé la porte. Mais ce n'était pas une fin. C'était le début de mon existence en tant que moi. Je m'appelle Eliane. Et mon histoire, enfin, m'appartenait.